aujourd'hui, je parlerai du développement du cerveau en relation avec la perturbation thyroïdienne. De nouveau, il y aura quelques diapositives qui seront, il y a plus que quelques-uns, il y aura à peu près un tiers que vous aurez déjà vu hier, mais que je vais essayer d'expliquer en plus de détails. De nouveau, j'insiste sur le fait, ceci c'est un cartoon qui a été tiré d'un article publié dans Le Monde, où on avait parlé je crois que c'était le tout premier sur le cerveau endommagé, et on a quand même focalisé nos préoccupations sur la femme enceinte et le cerveau du futur enfant. Comme j'ai dit hier, je suis tombée un peu dans le soupe de la perturbation endocrinienne quand on m'a demandé d'être expert pour la France auprès de l'OCDE qui fait les tests, qui détermine quels tests vont être utilisés pour différentes activités des produits chimiques. Et évidemment, moi, on m'a demandé d'aller siéger d'abord sur les tests pour la thyroïde et ensuite pour tout ce qui est perturbation endocrinienne et même d'autres comités maintenant. C'est très prenant, mais c'est très important. Mais en 2001, quand on m'a demandé de faire ça, je suis allée en agnostique, voire même athée. Je croyais pas qu'il y avait un vrai problème. Je pensais que j'étais mieux dans mon labo à faire de ma recherche, comme toujours. Je suis sortie de là, littéralement. J'ai toqué à la porte du CNRS et du muséum et ils m'ont accordé de l'argent pour payer un ingénieur et pour soutenir un peu de recherche pour voir si on pourrait pas améliorer les tests qui sont utilisés. Et c'est ça qui a mené 4 ans plus tard à la fondation de ce laboratoire Watchfrog, qui maintenant travaille de son côté. Nous, on continue à travailler évidemment sur cette question au laboratoire, mais je ne reçois ni de salaire ni de frais de consultant de cette groupe. Je tiens à le préciser. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, quand même juste une définition, pour le cas où vous ne le savez pas. Un perturbateur endocrinien est une substance qui va affecter le système endocrinien de manière à induire un effet néfaste. Et évidemment, aujourd'hui, c'est plus une histoire de mélange de substances, ce fameux cocktail qui est plus inquiétant et qui rend effectivement le fait de tester une substance seule assez difficile. Pour le grand public, je dis que c'est un peu comme les perturbateurs ils brouillent les informations comme l'interférence sur le radio ou les hackers de l'Internet. Alors, ça, je pense que la plupart des gens ici le savent, mais on a des effets non monotoniques. On peut avoir des effets à plus faible dose qu'à des fortes doses. Si on va rentrer dans les détails, par exemple, on a montré pour le cancer du pancréas que, pas pour le cancer du pancréas, mais on pense que c'est en relation avec le cancer du pancréas, que quand même, le bisphénol A, par exemple, à des faibles doses, il va stimuler le ER alpha, et à de plus fortes doses, il va induire un effet sur le ER bêta. Donc, il peut avoir, et cet effet de ER bêta va peut-être induire une apoptose, et donc, on va annuler l'effet de ER alpha. OK? Donc, on commence à déchiffrer un peu comment on peut avoir une faible dose, un effet à plus faible dose que plus à forte dose. Il faut aussi dire que on privilège l'idée que il y a une faible dose d'une certaine substance et justement ça passe un peu en dessous le radar pour le métabolisme hépatique. Mais aussitôt qu'on arrive à une forte dose, le foie va se mettre en action et donc va diminuer et excréter la substance. Ça peut aussi poser d'autres problèmes, on va le voir, évidemment. Donc, ces idées de faible dose sont très bien documentées et des effets des mélanges aussi, qui commencent à l'être. Donc aujourd'hui, je vais quand même utiliser un plan, mais je vais commencer directement avec les maladies neurodéveloppementales qui sont en augmentation et je vais faire le parallèle avec l'augmentation de la production chimique. Je vais de nouveau réitérer l'idée que ce lien plausible
la perturbation de la signalisation thyroïdienne. Et je vais faire quand même je vais donner des détails sur nos dernières découvertes, les découvertes des collègues, sur l'importance des hormones thyroïdiennes maternelles et le développement cérébral. Je vais montrer comment nous, on a déjà fait quelques tests qui parlent de l'épidémiologie, mais je vais vous donner des résultats qui sont pour le moment non publiés sur une cohorte en Suède, le cohorte Selma, qui est 2000 pères de mères-enfants. Je vais de nouveau, pour ceux qui étaient là hier, je trouve que c'est très important, parler des coûts socio-économiques et avec une autre manière, je vais vous de nouveau dire un peu ce qu'on devrait faire. Donc voilà, les maladies sont en augmentation, on le sait. Aujourd'hui, les derniers résultats qui sont sortis la semaine dernière montrent 1 sur 59 enfants, 1 sur 39 garçons, et ceci représente une augmentation de 15% sur les derniers 4 ans. Donc, on a un problème. On pensait beaucoup que c'était vraiment une histoire de changement de diagnostic, qu'il y avait un problème de diagnostic. Or, on sait que le DSM-4 a été remplacé par le DSM-5 en 2013. Les données, chaque année de publication représente des données qui ont été analysées et obtenues 4 années auparavant, et le temps de traiter les données, ça nous donne 4 ans. Donc, ces données-là ont été récoltées en 2014, donc 1 an après qu'on avait passé à DSM-5. On pensait que ça allait, voire même stabiliser, voire même peut-être diminuer le nombre d'enfants qui étaient diagnostiqués comme étant sur le Autism Spectrum Disorder. Mais on voit que c'est pas du tout le cas. Il y a eu une augmentation. On pense énormément à des problèmes, ou disons, des interactions entre l'environnement et des gènes. Je ne vais presque pas parler aujourd'hui de l'épigénétique, mais c'est quand même très présente dans les préoccupations qu'on peut avoir, ceux qui travaillent d'abord sur l'expression des gènes et deuxièmement sur les effets des perturbations endocriniennes sur l'expression génétique. Le simple fait que l'homme et le chimpanzé ont 98% de gènes en commun veut dire que le petit peu de différence qu'il y a est dû au timing, comme on dit, de l'expression des gènes. C'est-à-dire que la mise en route des gènes va être différente et on le sait aussi, on n'a que penser à l'exemple que j'ai donné hier est évidemment le tétard et la grenouille qui ont exactement le même génome, mais pensez peut-être aux abeilles où on va avoir une reine à qui on va donner du gelé royal et ça veut dire une reine qui va reproduire, tandis que une abeille qui n'a pas reçu de gelé royal va devenir stérile et avoir un phénotype totalement différente. Donc, c'est la nutrition chez l'abeille qui va déterminer la reproduction, la forme, etc. Toute cette différence va être dépendante de la nutrition. Donc, c'est un excellent exemple de comment l'environnement, via la nutrition dans ce cas-ci, mais la nutrition et l'environnement, que modifier l'expression des gènes. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que dans les précédentes échantillons, il y avait entre 40 et 50% des enfants qui étaient diagnostiqués avec des QI de moins de 70. Dans les derniers résultats ici, c'est plus une histoire de les enfants qui ont un QI de moins de 85. Et là, on va voir que selon l'état où les données ont été récoltées, c'est entre 60
à peu près 50 et 60% des enfants qui vont être avec un QI à la limite de la déficience intellectuelle. Et dans certains États où vraiment on a fait le travail particulièrement en détail, où on a vraiment couvert tous les groupes raciaux, parce qu'aux États-Unis, on a des hispaniques, des blancs, des noirs, etc. Et on classifie les gens selon le groupe. Et on voit que dans le New Jersey, on a bien couvert toutes les populations. Et là, on constate, c'est 1 sur 34 enfants, 1 sur 34 enfants qui est touché par l'autisme. C'est absolument, et donc évidemment en termes de nombre de garçons, c'est 1 sur 22 garçons. Donc c'est énorme. Et si c'était que l'autisme, les dernières statistiques sur le déficit d'attention et l'hyperactivité montrent qu'il y aura 14% de garçons qui sont affectés aux États-Unis. On dit qu'il y a 1 enfant sur 6 qui est affecté par une maladie neurodéveloppementale aux États-Unis. Alors, nous savons très bien que des corrélations ne donnent pas d'indice de causation. Mais quand même, il est frappant de voir que depuis 1970, il y a une augmentation de 300 fois dans la production de l'industrie chimique, que ce soit dans les pays qu'on dit développés ou des pays avec des économies en transition ou voie de développement. Je pense qu'on peut donner comme chiffre un autre chiffre dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire sur la liste de REACH, régulation, évaluation, autorisation des produits chimiques, qui est basée, c'est le European Chemical Agency, qui est basé à Helsinki. Ils ont 143 000 produits sur leur liste, et ceci n'inclut pas les pesticides et les cosmétiques qui sont couverts par une autre réglementation. 143 000. Donc, est-ce qu'il y a un lien plausible entre cette augmentation de production chimique et l'augmentation des maladies neurodéveloppementales? Ben oui, je pense que c'est la perturbation de la signalisation thyroïdienne qui est en jeu. Et comme a dit Linda Birnbaum, nous sommes tous exposés à des centaines de produits chimiques. Nous vivons dans une soupe chimique et ce qui me préoccupe particulièrement, c'est que plusieurs de ces produits industriels, vraiment une énorme quantité, facilement 2/3, sont des produits halogènes qui contiennent soit le brome, le fluor et le chlore. Comme les hormones thyroïdiennes sont les seules molécules complexes synthétisées par les vertébrés qui contiennent de l'iode, nous avons bonne raison de penser que c'est parce qu'ils sont halogènes eux-mêmes qu'ils peuvent être la cible de ces autres produits chimiques dans l'environnement. Et je pense que c'est pas la peine que je insiste ici sur le fait que l'iode et les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour le développement du cerveau. Ça, vous le savez mieux que moi. Et c'est pour ça qu'on teste chaque enfant à sa naissance pour savoir s'il a assez d'hormones thyroïdiennes, pour assurer le bon développement de son cerveau. Et parce qu'on avait peur qu'un enfant devienne crétin, et donc on a traité chaque enfant qui avait un TSH élevé lors de cette première prise de sang à 4-5 jours après la naissance pour savoir s'il avait assez d'hormones thyroïdiennes. Sinon, on savait qu'on courait un risque que l'enfant soit crétin. Alors, aujourd'hui, c'est devenu presque une insulte, mais c'était quand même quelque chose de réel, le crétinisme. Et heureusement, on a pu éradiquer, grosso modo, le crétinisme au niveau mondial grâce à cette test postnatal qui est évidemment, je mets les hormones thyroïdiennes, mais bon, c'est la thérapie avec les hormones thyroïdiennes, mais évidemment le test sur le TSH. Et voilà. Mais on pense que on peut dormir sur nos 2 oreilles, tout va bien, on a ce test, mais c'est pas aussi simple. Dans les derniers 20 ans, on a fait
énormément de progrès dans notre compréhension de la distribution des hormones thyroïdiennes et leur action, évidemment, au niveau du développement du fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Eh ben, je sais pas, hein. Il y a certains d'entre vous qui auraient fait vos études de médecine dans les années, peut-être comme moi. Moi, j'ai été étudiant fin des années 60, 70. Et les hormones thyroïdiennes, ça passait pendant jusqu'à la fin du siècle dernier. On pensait que les hormones thyroïdiennes, comme ils sont lipophiles, ça passait la membrane cellulaire, donc ça passait sans problème. Eh ben non, on a compris que il y a des transporteurs membranaires, MCT8 ou ATP1C1 sont les deux, et une mutation dans le MCT8 dans le Alan Dudley Morse, un syndrome de très 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 grave parce que chez l'être humain il n'y a que le MCT8 qui est exprimé sur les neurones et donc s'il y a une mutation dans cette MCT8 ça donne un phénotype évidemment de retard mental mais aussi de retard de croissance, de faiblesse musculaire, c'est extrêmement grave. Et là, les enfants ont du mal à même tenir la tête et répondre. Évidemment, ils sont sans parole et c'est toujours s'ils répondent à leur nom. Une autre chose qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a découvert qu'il y a quand même des mutations de TR-alpha. On savait depuis longue date qu'il y avait des mutations de TR-bêta chez les êtres humains, c'est dans le syndrome du resistance aux hormones thyroïdiennes. Mais dans les derniers 5 ans, on a découvert quelques mutations très rares pour le moment de TR-alpha qui sont aussi associées avec un retard de croissance et un retard mental souvent, pas toujours. Et voilà, ça c'est le plus important. On a compris l'importance des hormones thyroïdiennes maternelles pour le développement optimal du cerveau. On a aussi compris que grâce à l'activité des désirodases et l'expression spécifique dans certains tissus de MCT8 et ou d'autres transporteurs, que les niveaux circulants ne reflètent pas nécessairement les niveaux tissulaires. Et dans notre laboratoire, mais aussi dans d'autres, on a compris le rôle très important dans le contrôle des populations de cellules souches et les décisions, dans le cas du cerveau, les décisions, est-ce qu'une cellule va devenir un neurone ou une glie? Je reviendrai là-dessus peut-être un petit peu. Mais donc, quand même, aujourd'hui, je vais me focaliser principalement sur cette idée et qui est vraiment sortie dans les derniers 20 ans, que les besoins en hormones thyroïdiennes maternelles sont essentiels pour le développement optimal du fœtus. Et évidemment, c'est quelque chose qui est rentré un peu dans les médias, c'est bien connu maintenant de toute la population que cette période de vie intra-utérine va être déterminante. C'est ce qu'on appelle l'origine développementale des maladies chez l'adulte. Il y a plusieurs types d'études qui ont bien mis ça en évidence. Mais pour les hormones thyroïdiennes, c'est les premiers 3 mois de grossesse qui sont les plus importants. Alors, on avait déjà, à la toute fin du XXe siècle, il y avait un groupe belge qui avait montré que des faibles taux d'hormones thyroïdiennes pendant le début de grossesse étaient associés avec un développement psychomoteur retardé. Et puis, quelques années plus tard, on a vu que c'était encore la même chose, un temps de réaction. Et là, bon, aujourd'hui, si vous faites la littérature, ils sont tous cités dans mon deuxième livre, certains dans le premier, on a vraiment étayé cette idée
Et pour moi, c'est vraiment ce papier-là de Tim Corriver et Robin Peters avec qui je travaille actuellement, et qui ont vraiment été le déclic. Eux, ils ont utilisé la population mère-enfant de Generation R, qui est basée à Rotterdam, c'est R pour Rotterdam. Et ils ont allé jusqu'à 18 mois de grossesse, mais la plupart étaient bien avant 12 semaines. Ils ont non seulement dosé les hormones thyroïdiennes chez la mère, mais aussi les niveaux de TSH et le TPO. Ils ont aussi mesuré, d'ailleurs, dans les derniers résultats, des anticorps contre le thyroglobulin. Eux, ils ont regardé le QI de les enfants à 6 à 8 ans et ils ont aussi fait, pour pas mal de ces enfants, des scans IRM. Donc, ils avaient vraiment la vision du structure du cerveau. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que, effectivement, il y a des associations entre la fonction maternelle du thyroïde et le QI de l'enfant et la morphologie du cerveau. Et voilà. Donc, ici, c'est le QI moyen des enfants à 6 à 8 ans. Et vous voyez quand même, il y a quelque chose de vraiment frappant. On est dans une population de inner city, une grande ville en Europe, où donc le moyen est légèrement plus que le moyen normal qui va être 100. Donc on a un QI de 102, 103 qui va être le moyen. Mais on voit très bien que c'est pas seulement l'hypothyroïdie, entre parenthèses, on n'est pas dans un cas d'hypothyroïdie ici, on n'est pas même dans un cas d'hypothyroïdie subclinical, ok? On est dans les normes de l'hormone thyroïdienne. We're in the normal thyroid hormone ranges. Et donc, le QI de l'enfant va baisser significativement, pas beaucoup, mais quand même, 2 ou 3, 4 points de QI dans l'extrême. Qu'est-ce que la mère soit hypothyroïde ou même hyperthyroïde. Alors, ceci était vraiment surprenant parce que l'hypothyroïdie maternelle était très bien connue, mais voilà, c'était la première description. Et voilà, j'insiste que vraiment les normes sont respectées. Et quand même que la probabilité que l'enfant ait un QI de moins de 85 augmentait aussi avec l'hypothyroïdie. En fonction de, je peux pas dire hypothyroïdie parce que c'est pas une hypothyroïdie, avec les extrêmes de la distribution normale. Donc, quand la mère avait pas beaucoup d'hormones thyroïdiennes ou trop, dans les normes, il y avait quand même un risque que l'enfant ait un QI de moins de 85. Et ceci n'est pas tellement si étonnant parce que on sait que les hormones thyroïdiennes vont moduler chacune des étapes de la mise en place du cerveau. Et ça donne vraiment de la substance à cette idée que l'exposition lors de cette période de grossesse va être responsable avoir un impact sur chaque stade de la vie. Et on sait que c'est pas que les hormones thyroïdiennes, mais évidemment cette période est particulièrement sensible pour tout ce qui est exposition à plusieurs perturbateurs endocriniens. Et ceci, j'ai tiré quand même de quelque chose qui date de 1973. Et voilà, c'est le Windows of Development, le développement du cerveau du fœtus humain pendant la grossesse. Et il faut pas oublier que le fœtus ne va avoir une glande thyroïdienne fonctionnelle qu'à peu près, vraiment fonctionnelle, à peu près à 16 semaines. D'où l'importance de ces hormones maternelles avant. Et on voit quand même que le système nerveux central va quand même se former et il va être entièrement dépendant des hormones thyroïdiennes maternelles pendant cette période. Et de même,
si on regarde les différents types de processus qui sont en train d'être mis en place, on a la prolifération cellulaire qui est dépendante des hormones thyroïdiennes, on le sait, la migration des neurones, les différents types de neurones qui vont se mettre en place, la formation des synapses, et puis la myélinisation qu'on sait être extrêmement important. Ça, c'est plus vers la fin de la grossesse. Mais les décisions, est-ce que une cellule progéniteur va devenir un neurone ou une cellule gliale qui va pouvoir donner les cellules gliales, ça c'est prise avant, au moment du début de mise en place du système nerveux, avant que la thyroïde devienne fonctionnelle. Et je vais revenir quand même juste sur une chose, c'est quand même le nombre de matières grises, comme on dit, ou la matière blanche, les ratios entre les matières grises et matières blanches et le volume du cortex étaient modifiés par le taux des hormones thyroïdiennes maternelles. Et donc, il n'est pas si étonnant que ça que les ratios de gli et neurones puissent être modulés par les taux d'hormones thyroïdiennes maternelles. Ceci est particulièrement inquiétant parce qu'on sait que toutes les femmes qui marchent sur Terre aujourd'hui sont exposées à plusieurs types de perturbations endocriniennes, dont beaucoup vont, comme j'ai déjà dit, interférer avec les hormones thyroïdiennes. Alors, en moyenne, on peut dire que chaque femme, ici c'est une étude de Tracy Woodruff qui a été faite aux États-Unis en 2011 et qui est publiée en 2011, et elle avait regardé que 54 femmes et elle avait regardé une cinquantaine de produits chimiques, des classes de produits chimiques, et elle a vu qu'en moyenne, chaque femme était exposée à une trentaine de produits chimiques, dont 15 étaient ubiquitaires. Tout le monde, toutes les femmes étaient exposées à ces 15 produits, et les voilà. Les métabolites de pesticides, le triclosan, les phthalates, le perchlorate, les retardateurs de flamme, DDE, etc., bien que c'était banni il y a plus que 50 ans. Et voilà, juste, j'ai repris une partie des clichés d'hier soir. Un retardateur de flamme, le TBBPA, et que, comme vous pouvez voir, il a exactement la même structure que les hormones thyroïdiennes qui sont si importantes pour le développement du cerveau. Et avec Jean-Baptiste Fini au laboratoire, on a regardé les publications qui avaient mesuré les quantités de ces 15 substances les plus communes dans le liquide amniotique humain. Donc, les 15 substances étaient tirées de Tracy Woodruff, mais les données sur les concentrations dans le fluide amniotique étaient tirées de différents papiers. Par exemple, les phthalates 10-6 molaires, 10-7, le triclosan presque très près de 10-6 aussi dans certains cas. Et vraiment, c'est penser que les enfants sont en train de développer dans ce mélange, ça me fait peur. Donc, combien de ces produits interfèrent avec les actions des hormones thyroïdiennes? Quel est l'impact sur la neurogenèse? Comment les identifier? Ben, nous, au laboratoire, on a profité du fait que le tétard et la grenouille, pour devenir un grenouille, un tétard a besoin d'hormones thyroïdiennes, cette métamorphose, qui est un switch épigénétique. Comme j'ai déjà dit en introduction, le tétard et la grenouille ont exactement le même génome, mais ils sont totalement différents de point de vue morphologie et un a des poumons, l'autre en a pas. Et d'ailleurs, on pense que la période périnatale c'est assez bien démontré, la période périnatale chez l'enfant humain est cette transition. On passe une circulation qui dépend de la mère à une respiration indépendante, etc., change de nutrition, etc. C'est vraiment l'équivalent d'une métamorphose. Et d'ailleurs, tous les vertébrés ont un switch épigénétique qui dépend des hormones thyroïdiennes au moment critique de leur vie. Pour les poussins,
l'éclosion de l'œuf est dépendant des hormones thyroïdiennes. Pour les mammifères, c'est la naissance. Et de nouveau, il y a un autre pic au moment de la terminaison de lactation chez les rongeurs, etc. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais nous, on a profité du fait que l'hormone thyroïdienne est exactement la même, qui n'a jamais été changée pendant les 5, disons peut-être plus exact, c'est plus près de 450 millions d'années, mais c'est exactement la même. Une fois que l'évolution a trouvé comment faire de l'hormone thyroïdienne, rien, pas un seul atome a été changé en 450 millions d'années. Et malheureusement, les hormones thyroïdiennes, ils sont cibles des perturbateurs endocriniens à plusieurs niveaux. On le sait au niveau de l'hypothalamus, il peut y avoir pas mal de perturbateurs qui vont interférer avec la régulation négative par les hormones thyroïdiennes, le negative feedback. Donc, qui vont affecter la production de TRH, de même chose dans l'hypophyse, donc qui peut moduler la production de TRH, TSH, énormément de produits qui vont inhiber l'entrée de iode, qui sont les sodium iodine transporter inhibitors, c'est le cas du perchlorate, c'est le cas du nitrate. Et donc, ils vont moduler la quantité de hormones thyroïdiennes qui est libérée. D'autres vont, et ceci est très important, d'autres vont déplacer l'hormone thyroïdienne des protéines distributeurs. Avant, on appelait ça des protéines transporteurs, mais maintenant, comme il faut pas confondre les transporteurs au niveau de la cellule de ceux qui sont dans le sang, on appelle ceci plutôt les distributor proteins. Et au niveau de la membrane cellulaire, on parle de thyroid hormone transporters. Bon, ça, c'est pas très important, mais il faut quand même le savoir si on va regarder ce genre de publications en détail. Et donc, aussi les désiodases, très souvent cibles des perturbateurs endocriniens. Évidemment, le métabolisme au niveau du foie et voire même l'excrétion dans le bile. Et là, je parle même pas de la microbiote. Vous savez tous aujourd'hui que la microbiote est très important pour notre équilibre. Mais déjà, il y a 40 ans, on avait montré que le microbiote est important pour la circulation et la réutilisation des hormones thyroïdiennes. Donc, si vous voulez, on peut en discuter après. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? On a pris une protéine fluorescente, le GFP, et on a mis sous dépendance d'un hormone, d'un gène qui est extrêmement sensible aux hormones thyroïdiennes, le THP-ZIP. Et donc, comme ça, on savait que toute modulation de la quantité de fluorescence émise dans nos thêtas allait refléter s'il y a eu une perturbation de la fonction thyroïdienne à n'importe quel niveau. Et voilà, donc, notre petit theta sur une pièce de 1 cent. Et voilà, c'est ça qu'on utilise pour faire notre criblage, nos différents tests, et que Watchfrog, de leur côté, utilise surtout pour les tests de l'eau. Et donc, on a publié l'année dernière, un peu plus en mars l'année dernière, que effectivement, ces taux d'hormones thyroïdiennes, les taux de contaminants dans le liquide amniotique humain modifie la signalisation par les hormones thyroïdiennes et le développement du cerveau dans nos petits embryons qui dépendent aussi bien pour le développement de leur cerveau que nous. Et donc, la manière dont on le fait, c'est qu'on prend un theta et on le laisse pendant 72 heures. Et on voit quand même que cette mélange, dans ce cas-là, il augmente la signalisation. Voilà, c'est une dose, cette fois-ci, c'est dose dépendant. Là, je vous montre pas les effets des différentes substances, c'est dans le papier. Mais vous voyez que 0, 1 et 10 fois la concentration dans le liquide amniotique, on a une augmentation de la signalisation. Et je vous rappelle les résultats de Tim Corriva qui montraient quand même qu'une hyperthyroïdie, une augmentation des hormones thyroïdiennes circulantes était aussi néfaste qu'un manque d'hormones thyroïdiennes. Et
voilà. En théorie, c'est une petite vidéo, ça, mais ça passe pas. On a vu que les différents gènes dans le cerveau ont été modifiés. Ici, on a un gène qui est une marque neuronale, le tubuline, et c'est fortement inhibé. Et le MBP, qui est une marque de la myélinisation, est aussi inhibé. Et on voit que le nombre de cellules, on peut quand même compter, rendre les cerveaux transparents et compter le nombre de neurones et le volume de ces neurones. Et on voit quand même qu'il y a une inhibition des nombres de neurones et le volume et une augmentation des nombres de oligodendrocytes. Donc, on a quelque chose qui est très en parallèle avec les résultats de Tim Corriva, où il a montré des changements de ratio dans les nombres de le rapport matière blanche, matière grise, parce que évidemment les neurones c'est la matière grise et les oligodendrocytes c'est la matière blanche. Et ce qu'on a pu faire aussi, c'est qu'on a regardé en utilisant, en suivant la mobilité, qu'il y a une inhibition significative de la mobilité. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, cette mélange présente dans le liquide amniotique humain interfère avec les hormones thyroïdiennes, modifie le nombre et le volume des cellules dans le cerveau et change le comportement de nos thêtas. Et évidemment, on peut quand même commencer à poser la question, bon, le chlordécone, qu'est-ce qu'on sait sur le chlordécone et des hormones thyroïdiennes? Donc, je fais référence évidemment au papier de Luc Moultinier et Sylvain Cordier, qui a été publié en 2015. Et ils ont regardé le niveau de chlordécone dans le sang du cordon et dans le lait maternel. Et ils ont mesuré des hormones thyroïdiennes et le TSH à 3 mois chez 1100 enfants, bébés, à 3 mois. Et ils ont aussi mis en relation ces résultats à 3 mois avec la capacité motrice de certains enfants à 18 mois. Alors, ici, je vais quand même regarder les résultats de plus près que hier soir, c'est tout ce que j'ai montré. Mais quand même, percent change in TSH with prenatal exposure to chlordécone and exposure to breastfeeding. Ici, on a donc le prénatal est le reflet de quantité de chlordécone dans le cordon ombilical. On voit que beaucoup, et ceci, ça va être quand même le niveau de base, il y a 46 mères et donc d'enfants qui avaient des valeurs en dessous de 0,06 microgrammes par litre. Mais il y en a 36 et il y en a 29 qui ont des taux 5 fois plus élevés et voire même beaucoup plus élevés. Et regardez ça, percent change, TSH, 50% de modification. Et 24 de plus par rapport à celle-là. 0,02 pour même un échantillon aussi petit que ça. Et bon, dans le lait, il n'y a pas d'effet significatif sur le TSH. Mais si on prend donc les garçons et les filles, on voit quand même que le TSH dans le quantité de chlordécone dans le cordon ombilical va quand même être significativement lié au TSH chez ces enfants 3 mois plus tard. Ceci n'a pas été vu chez les filles parce que les chiffres étaient légèrement différents. Mais je vous invite à regarder le papier de plus près, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Mais regardez ça quand même, 93% change en TSH, c'est énorme. Donc, je montre pas plus de ces résultats, vous avez tous accès, j'espère, à ces données. À minimum, une exposition prénatale est associée avec une augmentation de la TSH à 3 mois de 50%.
Il y a une baisse des taux des hormones thyroïdiennes circulants chez les garçons et des filles à 3 mois d'âge. Ça s'est vu dans tout l'échantillon. Mais il y avait des légères différences entre les filles et les garçons. Et il n'y avait pas d'association claire entre ceci et les capacités motrices fines, parce qu'ils avaient comparé ça à une autre, vraiment une population plus grande. Mais les valeurs qu'ils avaient pour les enfants qui avaient donc modification, les valeurs de TSH étaient vraiment faibles. Et voilà, tout le monde sait qu'on attend les résultats sur les enfants à 7 ans. Ils ont fait beaucoup d'études sur les enfants quand ils ont atteint l'âge de 7 ans. Et j'ai discuté avec le professeur Moultinier avant de venir ici. Il m'avait dit que c'est quasiment sur le point d'être soumis pour publication certains aspects de ces résultats. Donc maintenant, je vais passer à qu'est-ce que nous on a fait avec le cohorte Selma, où on a 2000 pères de mères-enfants. Et là, on a dosé 100 produits chimiques, soit dans le urine, soit dans le sang de la mère, et ceci avant la 12e semaine de grossesse. Et dans cette expérience, cette série d'expériences, on va de l'épidémiologie, donc on dose ces produits chimiques. On essaye de déterminer quels mélanges sont associés avec le développement, le neurodéveloppement. Et là, on a utilisé comme marque le retard de l'acquisition du langage. C'est-à-dire un enfant à 2 ans qui n'a pas encore plusieurs mots à son vocabulaire. Et on a aussi les données, évidemment, sur le poids à la naissance et la croissance. Et on a aussi le AGD, le Anogenital Distance, et s'il y a du crypto qui dit, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais juste parler de retard d'acquisition du langage et le faible poids à la naissance. Et donc, on a identifié les mauvais acteurs, comme on dit, quelles substances étaient auxquelles étaient exposées les mères, qui étaient associées avec l'un ou l'autre de ces effets adverses. Et puis, évidemment, on essaie de faire du risk assessment. Et donc, nous, on a utilisé nos petits tétins, mais d'autres groupes dans le consortium, c'est un très grand consortium européen, utilisent des organoïdes du cerveau faits à partir des fœtus avortés ou des cellules IPSC, c'est-à-dire les Induced Plurigenital Cells, et d'autres utilisent le zebrafish, etc. Mais je vais vous montrer que les résultats sur notre modèle, le Xenop aujourd'hui. Et donc, évidemment, ceci colle parfaitement avec l'origine fétale du développement des maladies chez l'adulte. On le sait maintenant très bien. Et ici, comme j'ai dit, on regarde le poids à la naissance et le retard dans l'acquisition du langage, et je ne vais pas parler des effets sur le système reproducteur. Et donc, voilà la manière dont c'est fait. On a une analyse chimique à peu près au 10e semaine de la grossesse, soit dans l'urine, soit dans le plasma. J'ai dit 2000, c'est plus près de 1800 mères-enfants. Et on regarde le développement neuronal à 30 mois. Et donc, on peut associer quels produits chimiques sont associés avec ce retard d'acquisition de langage. Et on a vu qu'il y avait au moins 4 phthalates, ces plastifiants qu'on va trouver dans énormément de bouteilles en plastique et dans pas mal de cosmétiques et de produits ménagers. On va trouver évidemment le bisphénol A qui est présent avant, heureusement que la France a banni le BPA dans les bouteilles et les biberons, mais malheureusement, c'est remplacé par d'autres. C'est dans le revêtement à l'intérieur des boîtes en métal, etc. Et on a aussi trouvé énormément de
molécules perfluorées qui sont présents dans les poils non adhésifs. Donc voilà les 8 substances qui ont été associées avec un retard de langage, cette combinaison. Et nous, on l'a testé pour savoir sur nos petits thêtas si ça interférait avec la production des hormones thyroïdiennes et le développement du cerveau. Donc, on a fait notre essai basé sur le GFP, on a regardé l'expression des gènes et on a regardé la mobilité. Et ben, je vais juste vous montrer quand même que ici, on a testé aussi la concentration qui est trouvée dans chez les mères à 10 fois plus et à 100 fois plus. Et là, vous avez un exemple magnifique d'un effet non monotonique, un effet à plus faible dose qu'à forte dose. Et là, on pense vraiment que c'est un effet sur le foie. Donc, un effet très significatif à la concentration qui se trouve dans le liquide amniotique. Et quand on le teste aussi, je ne l'ai pas dit, en présence d'hormones thyroïdiennes parce que ça nous permet de synchroniser un peu les réponses. Et là, on voit une inhibition, mais à des plus fortes concentrations. Et donc, excusez-moi. Et là, vous allez croire que je vous montre exactement le même résultat, mais c'est pas du tout le même résultat. Ça, c'est ce qui est associé avec le retard de l'acquisition du langage. Et là, c'est ce qui est associé, le mélange qui est associé avec un faible poids à la naissance. Et vous avez exactement le même type de réponse, mais là, vous avez quand même un effet stimulateur sur la signalisation thyroïdienne quand on teste ce mélange avec en présence des hormones thyroïdiennes. Et là, on voit que c'est grosso modo le même type de produits qui sont mis en jeu. C'est des phthalates. Cette fois-ci, on a 5 phthalates. Mais au lieu du BPA, on a le triclosan, qui est cet antibactériocide qui se trouve dans pas mal de dentifrice. Et on a de nouveau nos produits perfluorés. Voilà. Et évidemment, c'est quand même très significatif. Et bon, j'imagine que il y a peu d'entre vous qui ont des formations qui vous permettent de comprendre très rapidement cette schéma. Mais ce qui est frappant, et ça ne devrait pas vous étonner du tout, c'est que les récepteurs TR, alpha et bêta, et des gènes cibles sont à la base de les réseaux de gènes que nous, on va trouver modulés par l'exposition, soit au mélange qui est associé avec le retard de l'acquisition du langage, soit avec le faible poids à la naissance. Et ceci est totalement logique, parce que les hormones thyroïdiennes affectent la croissance comme ils affectent le développement du cerveau. Et donc, vraiment, on a trouvé ça aussi bien dans les organoïdes humains que chez les zebrafish, etc. Donc, vraiment, c'est très solide. Ceci est soumis à publication, ça a été soumis à Nature. On a comme toujours, on est en train de réviser. Et c'est un grand groupe qui le fait. On espère beaucoup qu'on va le faire passer. Peut-être qu'on va pas le faire passer, parce qu'il peut y avoir des surprises, mais si vraiment notre argument c'est qu'on va de l'épidémiologie jusqu'à l'expression des gènes et vraiment on peut montrer que les hormones thyroïdiennes sont vraiment le cible de pas mal de perturbateurs. Et évidemment ça doit vous faire poser des questions ici en Martinique sur les effets du chlordécone qu'on a vu précédemment. Bon, j'ai déjà parlé de ça hier, peut-être je peux arrêter aujourd'hui, mais c'est quand même, j'aime bien ceci parce que c'est le temps de réaction, parce que c'est clair que en 1890, on n'avait pas de test de l'intelligence, donc ce qu'on avait était le temps de réaction. Je l'ai expliqué bien hier pour les gens, comment on a pu aller du temps de réaction à l'intelligence, parce que évidemment quand vous lisez quelque chose, ceci dépend de
de votre vitesse d'assimilation de l'information. Donc, on peut quand même faire une équation avec le temps de réaction qui, évidemment, va dépendre de la myélinisation qui est quand même vraiment, on dit, excusez-moi, je vais utiliser un terme anglais, myelinization is the hallmark of the vertebrate brain. C'est-à-dire que c'est le marque de différence avec tous les invertébrés. La myélinisation se ne trouve que chez des vertébrés et c'est hyper dépendant des hormones thyroïdiennes. Donc, un temps de réaction va être dépendant, si ça s'allonge, ça va être dépendant que ça soit plus rapide ou s'allonge, ça va être dépendant des hormones thyroïdiennes. Et plusieurs personnes ont fait un calcul qu'on aurait perdu 14 points de QI depuis l'époque victorienne sur 100 ans. On peut en discuter. Mais c'est pas si étonnant que ça, parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe si on a juste 5 points de QI, on va passer d'un QI moyenne de 100, évidemment, avec pour une population de 250 millions de personnes, on va avoir 6 millions doués et le même nombre d'enfants qui ont, et donc des adultes, parce qu'un enfant avec un QI de 70, c'est un adulte qui va avoir aussi un QI de 70, parce que malheureusement, on ne refait pas le développement du cerveau. Et s'il y a juste ce petit point, 5 points de QI de différence, ben, on passe de 6 millions doués à 2,4, plus que la moitié de moins. Et le nombre d'enfants qui ont besoin d'aide et adultes passe de 6 millions à 9,4 millions. Donc, vraiment, c'est un impact sur nos sociétés qui est énorme. Et on a déjà vu ça, et bien plus pour le déficit en iode. On a vu jusqu'à 18 points de QI en moins pour le manque d'iode. Pour le manque de hormones maternelles, le thyroïde, pour les PCB, le plomb, le mercure, les pesticides, etc. Et on a très peu de résultats sur les mélanges. Et voilà, j'ai aussi montré ça hier, que vraiment, on a fait un calcul avec Leo Trasande du New York School of Medicine, que évidemment, c'est vraiment l'impact sur les maladies neurodéveloppementales qui coûte le plus cher. On a fait juste 3 substances, 3 perturbateurs endocriniens, et on a trouvé 150 milliards d'euros par an pour ces 3 substances aux États-Unis, en Europe. Et les plupart étaient dus à l'action des pesticides. Ce qui n'est pas étonnant parce que on pensait toujours, et moi je pensais, quand j'ai écrit mon premier livre, je pensais vraiment que les pesticides étaient parmi les meilleurs testés qu'on mettait sur le marché. On les utilisait comme point de référence dans pas mal d'études au niveau de Environmental Protection Agency aux USA, c'est les pesticides qu'on utilise comme point de référence. Mais quand même, l'EFSA, the European Food Safety Authority, a montré que sur 287 qu'ils ont regardé, 101 affectaient la signalisation thyroïdienne et 97 autres avaient des propriétés neurotoxiques sur 287. Donc, plus qu'un tiers avaient des effets sur la thyroïde. Et juste un exemple. Je pense que c'est un exemple de ce que, si vous avez de l'argent, vous pouvez faire ici. En Guadeloupe, en Martinique, mais en Guadeloupe aussi. Ici, c'est Virginia Rao qui a regardé les IRM des enfants qui ont été exposés à un pesticide organophosphate cette fois-ci, mais c'est quand même, c'est le chlorpyrifos, CPF. Et c'est quand même frappant que, en fonction du taux d'exposition, voilà, vous avez l'épaisseur du cortex ici, et là vous avez le taux d'exposition au pesticide, CPF. Et vous voyez que vous avez une diminution de la taille du cortex à différentes régions du cerveau, qui est très, très, très significatif
en fonction de l'exposition prénatale à chlorpyrifos. Voilà. Donc, que peut-on faire? Utiliser du sel iodé, ça c'est la première chose. Éducation, surtout les femmes avant et pendant la grossesse. Évidemment, moi je lutte, mais vraiment de manière quasiment quotidienne, pour qu'on ait une meilleure législation sur ces produits. Et si on va quand même parler de la situation en Martinique, je crois que une consultation en préconception et le conseil d'équilibrer le régime avec 150 microgrammes d'iode par jour. On a besoin, une femme enceinte et une femme qui allait a besoin de 250 microgrammes par jour. Et je pense que, c'est les statistiques de l'OMS. L'idée serait que les autres 100 microgrammes viendront de nutrition assez équilibrée. Et donc, cette iode est à prendre dans les multivitamines. Il y en a sur le marché qui sont disponibles, qui sont avec de l'acide folique et des vitamines qu'on utilise avant et pendant la grossesse. Alors, la question, est-ce qu'il faut décourager l'allaitement maternel? C'est sûr que les résultats de Cordier et al. Montrent que c'est la préconception, l'exposition prénatale qui est le plus en cause. On a regardé des résultats avec des PCB, avec de mercure, avec justement avec le chlorpyrifos. Chaque fois, on voit plus de risques avec cette période en début de grossesse que après la naissance lors de l'allaitement. Donc, moi, je pense, et c'est ce que je suis pas clinicien comme vous, mais les plupart de gens recommandent évidemment l'allaitement maternel parce que évidemment la proximité, les anticorps qui sont dans le lait, etc. La meilleure adaptation de cette lait maternel aux croissances de l'enfant. Et quand même, il faut conseiller en préconception de limiter les cosmétiques. Je sais que c'est difficile pour les femmes, mais voilà, ça c'est aussi une étude qui a été faite par le groupe de Rennes. C'est dans le cohorte pélagie. Et c'est l'exposition est quelque chose qui est très, très, très commun dans les cosmétiques et les produits ménagers. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que la concentration urinaire dans cet éthylglycol augmente, que la compréhension verbale diminue. Et de manière significative. Donc, je vous donne ça que comme exemple, mais vraiment, ça donne un argument vraiment solide pour essayer d'encourager les jeunes femmes à limiter l'utilisation de certaines. Et d'ailleurs, l'homme qui m'avait montré ce résultat, il avait dit publiquement que il a fait le ménage pendant toute la grossesse de sa femme. Peut-être il a continué après. Pour protéger la femme contre les produits ménagers qui pouvaient contenir ce genre de substances. Donc voilà, les conclusions. Je pense que je vous ai montré que quand même 15 classes de produits chimiques sont trouvées dans chaque individu. Ils passent le placenta, se trouvent dans des concentrations non négligeables dans le liquide amniotique. Plus de 2/3 de ces produits, et vraiment c'est que des halogénés qui vont interférer avec les hormones thyroïdiennes, mais avec le développement du cerveau. Je vous ai montré en détail l'importance des hormones thyroïdiennes maternelles dans le développement du cerveau et les effets sur le QI de l'enfant. Et le risque, ce que je n'ai pas dit ce soir, mais j'ai dit hier soir, on sait qu'une femme qui est hypothyroïde pendant sa grossesse a un très fort risque un plus fort risque de donner naissance à un enfant autiste. Et d'ailleurs, on va utiliser des rats gestantes hypothyroïdiennes comme modèle de l'autisme. Donc vraiment, c'est encore une histoire de quelque chose qui a été conservé à travers l'évolution. On a peu de données sur les effets des mélanges et
la législation est toujours retardée par des lobbies de l'industrie chimique. Voilà pourquoi j'ai écrit mes livres. Et je vous laisse avec la même pensée que j'ai laissé les gens hier de Bradford Hill, qui a été celui qui a démontré la relation entre le fait de fumer plus et le plus grand risque de cancer du poumon. Toute œuvre scientifique est incomplète. Cela nous autorise pas pour autant à ignorer les connaissances que nous possédons déjà, ni à repousser les actions qu'elles semblent exiger à un moment donné. Je vous remercie.